Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment fonctionnent les neurones dans le cerveau, et en particulier comment ils font pour se parler et se transmettre les messages les uns aux autres. Donc comme vous le savez, dans le cerveau on a plein de neurones, de plusieurs milliards, et ces neurones ils ont une tête assez particulière. Donc on va faire un petit schéma maison pour y voir plus clair. Alors sur ce schéma, on voit que le neurone, en fait, c'est une cellule, mais qui s'est différenciée d'une manière très spécifique. Et en l'occurrence, il a des prolongements, donc sa membrane, en fait, elle a fait des prolongements multiples, qui sont de deux types. Le premier, c'est les dendrites, et le deuxième, c'est l'axone. Alors il peut y avoir plein de dendrites, et il n'y a toujours qu'un seul axone. Ces prolongements, en fait, ils sont faits pour faire passer les messages dans les neurones et entre les neurones. C'est en quelque sorte des câbles électriques, c'est un petit peu ça. La différence entre les dendrites et les axones, c'est que les dendrites sont là pour rapporter le message vers le corps cellulaire et que l'axone est là pour envoyer le message en dehors du corps cellulaire et donc vers les autres neurones auxquels ce neurone est connecté. C'est de cette manière qu'un neurone peut être connecté à des milliers d'autres, et en l'occurrence par les dendrites, puisque comme on a vu, il y en a plusieurs. Et quand on dit plusieurs, en fait, ça peut être quelques dendrites et ça peut être aussi des milliers de dendrites. On voit sur cette image plusieurs types de morphologie de neurones, et notamment celui-là qui a un véritable arbre dendritique. C'est comme ça vraiment qu'on l'appelle, parce que ça fait vraiment penser à un arbre. Et donc on voit bien que ce neurone-là, il peut potentiellement être connecté avec des milliers d'autres neurones. Donc comme ça, on a des neurones qui ont une morphologie qui est faite pour être structurés en réseau, et donc s'envoyer des messages avec une très grande richesse et une très grande complexité. Mais la question du jour, c'est comment ils font pour s'envoyer des messages et comment ils font pour se parler. Alors on a parlé tout à l'heure des dendrites et des axones qui faisaient un petit peu ressembler à des câbles électriques. On a l'habitude de dire que dans le cerveau, il y a de l'électricité. Alors tout ça, effectivement, c'est pas faux. Maintenant, ça se passe un petit peu différemment par rapport à un câble électrique normal. Alors il y a vraiment de l'électricité, mais cette électricité, elle est faite par des ions, c'est-à-dire des éléments chimiques qui sont chargés positivement ou négativement. On va faire encore un petit schéma maison. Donc sur ce schéma, on voit un neurone avec sa membrane et qui délimite donc l'espace intracellulaire et l'espace extracellulaire. Donc dans tous ces espaces, il y a de l'eau et dans cette eau, il y a des molécules et des espèces ioniques en solution. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a des ions, donc c'est-à-dire des éléments chimiques chargés positivement ou négativement, qui vont être répartis d'une certaine manière de part et d'autre de la membrane, c'est-à-dire à l'extérieur et à l'intérieur du neurone. Alors les ions qui nous intéressent, ça va être par exemple le sodium, qui est chargé positivement, Na+, le potassium, qui est lui aussi chargé positivement, le calcium aussi positivement, et le chlore, qui lui est chargé négativement. Alors pour l'instant, on va juste regarder le sodium. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a beaucoup plus d'ions sodium à l'extérieur qu'à l'intérieur du neurone. Et ça va faire qu'on a un gradient, une différence en fait de concentration. S'il ne se passe rien, donc la membrane elle est imperméable, donc il n'y a aucun courant d'ions de part et d'autre de la membrane. Mais par contre, si on ouvre une porte qui va laisser passer uniquement les ions sodium, eh bien ils vont aller dans le sens de l'extérieur vers l'intérieur, puisque eux, ils vont tendre à s'équilibrer. C'est un petit peu comme s'il y a une température différente à l'intérieur d'une maison par rapport à l'extérieur, si on ouvre la fenêtre, le froid va rentrer ou le chaud va sortir, peu importe, les températures vont s'équilibrer. Là, c'est exactement pareil, en fait, les concentrations des ions veulent s'équilibrer. Donc si jamais il y a une porte qui s'ouvre, les ions sodium vont tendre à rentrer dans la cellule. Et c'est exactement ce qui se passe quand il y a un message à faire passer dans un neurone. Donc en plus des ions, il y a des protéines qui sont ancrées dans la membrane et qu'on appelle des canaux. C'est-à-dire c'est vraiment des canaux donc qui vont laisser passer des ions. Et ces canaux, en général, ils sont très spécifiques d'une espèce ionique. Par exemple, il y a des canaux qui sont spécifiques au sodium. Et quand ils s'ouvrent, ils vont créer un courant d'ion sodium qui va rentrer dans la cellule. Alors ça va avoir pour conséquence principale de faire augmenter le nombre de charges positives dans la cellule. Donc électriquement, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une entrée de charge plus, et donc la membrane, qu'on peut un petit peu considérer comme une pile électrique, puisque comme il y a plus de charges positives à l'extérieur qu'à l'intérieur, on peut dire qu'elle est polarisée, elle est plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. Et bien quand on a un courant de sodium qui rentre comme ça d'un seul coup, on a une inversion de polarité, on a du plus à l'intérieur et du moins à l'extérieur. Donc on a vraiment une inversion de polarité, on appelle ça une dépolarisation. Et pour que les choses reviennent à leur état d'origine, on va avoir une sortie d'ions positifs donc à l'extérieur de la cellule. Et à ce moment-là, ce ne sont pas les ions sodium qui vont jouer, ce sont les ions potassium, puisque pour les ions potassium, c'est exactement l'inverse des ions sodium, ils sont plus nombreux
à l'intérieur de la cellule. Donc quand on ouvre des canaux qui, eux, cette fois sont spécifiques des ions potassium, eh bien on va avoir un courant qui va sortir, qui va donc faire sortir des charges positives à l'extérieur de la cellule. Et donc on va retrouver l'effet inverse. Et donc la polarité du neurone va se retrouver comme à l'état initial, c'est-à-dire le plus vers l'extérieur et le moins vers l'intérieur. Et donc on appelle ça une repolarisation. Une fois que ça s'est produit, électriquement on est revenu à l'état d'origine, mais chimiquement pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a eu des ions sodium qui sont rentrés, des ions potassium qui sont sortis, et cela, si on veut vraiment revenir à l'état de repos, il faut qu'ils refassent le chemin inverse. Sauf qu'à ce stade, les ions sodium, quand ils sont rentrés, ok, ils sont rentrés parce qu'ils étaient plus nombreux à l'extérieur, mais c'est pas les quelques ions sodium qui sont rentrés qui a fait que maintenant ils sont plus importants à l'intérieur. En fait, ils sont toujours plus importants à l'extérieur, même s'il y a eu un petit courant entrant de sodium. Le truc, c'est que pour refaire sortir des ions sodium à ce stade, il va falloir aller à contre-courant, puisqu'ils sont toujours plus nombreux à l'extérieur de la cellule. Et donc là, ça va être coûteux en énergie. Donc là, on a encore d'autres protéines, un petit peu comme les canaux, qu'on appelle des pompes. Et ces pompes, elles vont forcer en fait les courants en sens inverse du sens naturel. Donc elles vont faire sortir les ions sodium, elles vont faire rentrer les ions potassium, et tout va revenir en ordre. Et là, on a un cycle complet d'un événement qu'on appelle le potentiel d'action. Et ce potentiel d'action, c'est précisément le message neuronal. Alors maintenant, on va voir comment ce potentiel d'action se propage le long d'un axone, par exemple. Puisque le truc, c'est que justement, les neurones s'envoient des messages. Donc à un moment donné, il faut que le message puisse être propagé. Donc sur ce schéma, on voit un axone. Donc toujours, on retrouve l'espace extracellulaire et l'espace intracellulaire. Et on sait qu'on a beaucoup plus de charges positives à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc on a la polarité de la membrane qui est positive à l'extérieur et négative à l'intérieur. Maintenant, on a vu que quand il y a un potentiel d'action, il y a d'abord une inversion de la polarité de la membrane, donc une dépolarisation, et ensuite un retour à la normale. Et le truc avec la dépolarisation, c'est que ça va provoquer une autre dépolarisation à côté. Et cette nouvelle dépolarisation va induire une dépolarisation encore à côté, en décalé, et ainsi de suite. Et donc exactement comme la propagation du son, ou même la propagation d'une hola dans un gradin, par exemple, on va avoir des successions de dépolarisation, repolarisation le long de l'axone, qui va faire que l'événement de dépolarisation va se propager le long de l'axone. Et c'est comme ça que quand on regarde le neurone dans son ensemble, on a le potentiel d'action qui va se propager, par exemple du corps cellulaire, jusqu'à l'axone et jusqu'à l'extrémité de l'axone. Donc là, on a vu la nature de ce que c'était qu'un message neuronal, c'est-à-dire cette inversion de polarité de la membrane. Alors maintenant, si on veut enregistrer ça avec un appareillage, on va mettre une électrode à l'intérieur du neurone, et on va regarder avec un voltmètre la différence de potentiel électrique donc qu'il y a de part et d'autre de la membrane. Si on fait ça à l'état de repos, on mesure un voltage qui en général est autour de moins 70 millivolts. Et si à ce moment-là, il y a un potentiel d'action qui passe, on va détecter cette inversion de polarité et on va détecter donc un saut de voltage, et le pic du voltage va être autour de 30 millivolts. Alors ce qu'il faut savoir avec cet événement, qu'on appelle donc le potentiel d'action, c'est qu'il a une certaine amplitude, mais cette amplitude, elle est toujours la même. C'est-à-dire qu'un neurone, quand il fait un potentiel d'action, ce potentiel d'action va être toujours de la même taille. Et le truc, c'est que les courants ioniques qui vont provoquer ce potentiel d'action, donc les courants ioniques dans la membrane, vont devoir être suffisants pour dépasser un certain seuil, et une fois que ce seuil est dépassé, ça va provoquer un potentiel d'action. Et donc cette loi, on l'appelle la loi du tout ou rien, c'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment de courant ionique pour dépasser le seuil, on n'aura aucun potentiel d'action, et si ça dépasse le seuil au contraire, on aura des potentiels d'action, mais qui feront tous la même taille. Et ça a une importance capitale pour deux choses. La première, c'est que le neurone, quand il doit transmettre un message, et surtout qu'il doit coder un message, par exemple, les neurones de la rétine, qui doivent coder l'intensité de la lumière que l'œil va détecter, eh bien, le codage va se faire uniquement par le nombre de potentiels d'action et non pas par leur amplitude, puisque l'amplitude est toujours la même. Et donc on dit que le message va être codé par la fréquence des potentiels d'action. L'autre chose qui est très importante dans cette histoire de seuil, c'est que le niveau du seuil pour un neurone donné peut être régulé par d'autres mécanismes, des mécanismes intracellulaires, mais aussi par d'autres neurones autour de ce neurone-là qui vont envoyer des messages. Et ce qui se passe, en fait, c'est que si ce seuil est déplacé, soit vers le haut, soit vers le bas, eh bien ça va faire que le neurone va être soit plus facilement excitable et qui va plus facilement faire des potentiels d'action, ou au contraire, si le seuil est élevé,
eh bien, il va faire moins facilement des potentiels d'action. Donc on peut en fait régler son niveau de sensibilité en réglant ce niveau de seuil. Alors là, on a vu comment les neurones pouvaient créer des messages, pouvaient coder des messages et pouvaient se transmettre des messages les uns aux autres. Mais en fait, pour se transmettre des messages, ils vont utiliser des contacts qu'ils ont entre eux, comme on voit sur ce schéma. Et ces contacts, on les appelle des synapses. Et alors les synapses, quand on les regarde de plus près, il y en a de deux types. Il y a les synapses électriques, où on a un vrai contact entre les membranes des neurones, et donc on a le potentiel d'action qui va se transmettre d'un neurone à l'autre, exactement comme il se transmet le long d'un axone. Mais ça, c'est un cas assez particulier de synapses, et il y en a quand même très peu. La plupart des synapses sont des synapses où il n'y a pas vraiment de contact entre les deux neurones. Il n'y a pas de contact physique, les membranes des deux neurones ne se touchent pas. Il y a un espace entre les deux qu'on appelle la fente synaptique. Et là, s'il y a un potentiel d'action qui arrive dans le premier neurone, le courant électrique ne va pas se transmettre d'un neurone à l'autre comme ça automatiquement. Et donc il y a un mécanisme qui va intervenir, un mécanisme chimique, et c'est pour ça qu'on parle de synapse chimique. Et ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut!